C'est un petit restaurant de quartier, on y vient pour grignoter des mezzés, déguster une viande grillée et épicée. Ce soir-là, le patron est dans l'arrière-salle. Un homme, plutôt jeune, vient de servir 2 clients, une femme, seule, un homme seul également. Il termine son repas, le cuisinier s'approche de lui pour lui parler. Une fraction de seconde plus tard, un camion quitte la route, percute à pleine vitesse la devanture et s'encastre dans le restaurant. Vous vous souvenez de moi, monsieur ? Vous venez de faire mon dîner. Bienvenue dans Sérieland, zoom sur la série Transplant, à voir sur Warner TV et sur ses autres séries médicales. Sérieland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous permettent de regarder la société autrement aussi. Je m'appelle Eva et j'avoue avoir beaucoup hésité avant de me lancer dans la préparation de ce nouvel épisode consacré aux séries médicales. Est-ce vraiment le bon moment de se plonger dans des histoires rythmées par des litres d'hémoglobine, des massages cardiaques spectaculaires et des seringues XXL ? Pourquoi m'imposer le souvenir encore douloureux de la mort d'un de mes héros préférés, le docteur Mark Green dans Urgence ? Oui, j'ai pleuré, et je ne suis pas la seule, et c'est d'ailleurs une des caractéristiques des séries médicales. Notre système lacrymal est mis à rude épreuve. Nos petits cœurs d'artichaut souffrent au gré des histoires d'amour, mais nous sourions dès que nous entendons NFS, chimie, Yono. À l'occasion de la sortie de la nouvelle série médicale Transplant, à voir sur Warner TV, et l'arrivée de la saison 2 d'Hippocrate sur Canal+, nous avons décidé avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Nicolas Robert, journaliste et scénariste, et Patrick notre voix, de replonger dans l'univers des blouses blanches qui défilent sur nos écrans. Il nous fallait comme chaque semaine un spécialiste de la question. Il est féru de séries, comédien, auteur, journaliste et ancien infirmier. Il est le créateur notamment de la chaîne YouTube DTC, Dans ton corps. Julien Méniel est notre invité expert. Comme chaque semaine, ce nouvel épisode se terminera avec la série du moment, celle dont on parle. Faut-il regarder ou pas ? Mon amie Adèle sur Netflix. Réponse dans quelques minutes. Sérieland, épisode 61. La série de la semaine. Bonjour Nicolas Robert. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. Vous avez une double casquette, journaliste féru de séries, et notamment de séries médicales, et scénariste. Oui, absolument. C'est une bonne présentation jusque-là ? Jusqu'ici, tout va bien. Et je vous présente Julien Méniel, qui ne compte plus, lui, les casquettes. J'en ai donné quelques-unes en présentation de cet épisode de Sérieland. On avait besoin de votre regard d'expert sur le monde médical, Julien, parce que vous le connaissez bien en tant qu'ex-infirmier, mais vous n'avez rien oublié de vos bases. J'imagine. Ah oui, non, j'ai baigné dedans. Vous, ça fait une semaine, moi, j'ai baigné dedans quelques années, dans l'hémoglobine et tous les fluides corporels divers et variés. Ouais. Et vous êtes fan de séries. Absolument. Vous en dévorez à longueur de journée, si j'ai bien compris. De nuit, essentiellement, mais oui. C'est vrai, parce que la journée, vous travaillez quand même. Exact. Alors, cet épisode de Sérieland a débuté avec la première scène de la nouvelle série médicale, Transplant. Elle est à voir sur Warner TV. C'est l'histoire donc de ce jeune cuisinier qui est dans ce restaurant situé à Toronto, au Canada. En fait, c'est un médecin syrien. Il s'appelle Bachir Ahmed. Il a fui son pays avec sa petite sœur et il espère évidemment exercer la médecine dans l'hôpital de la ville. Nicolas, en une phrase, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai trouvé ça efficace. On retrouve dans cette série tout ce qu'il y a sur le chariot médical classique d'une série de médecins, avec des scènes de bravoure. La première scène me fait beaucoup penser à l'ouverture de The Good Doctor, oui. Où le personnage est amené à gérer une situation d'urgence très rapidement et on voit ses capacités tout de suite. La grande force de la série, c'est définitivement son personnage principal et son acteur principal, qui apporte une humanité et quelque chose de très touchant tout de suite, et qui lui permet de se différencier des autres séries médicales, parce que elles ont toutes un peu les mêmes codes, et il faut toujours trouver quelque chose pour se singulariser de la masse. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt classique, mais je tenais à la regarder parce que je voulais voir comment était intégré en fait au récit la spécificité de ce médecin. En l'occurrence, il s'agit de son origine. Il est syrien, il est migrant, et puis sa formation, à savoir la médecine de guerre. Je voulais voir comment ils arrivaient à incruster ça dans un récit plus classique. Le premier épisode s'ouvre donc sur cet accident. Bachir Ahmed va sauver 3 personnes, alors dans des conditions assez spectaculaire. La police, de son côté, va tenter, elle, de retrouver le chauffeur et se demande s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. Et évidemment, un acte délibéré est envisagé et le principal suspect, on l'a sous la main, c'est évidemment Bachir. Conversation avec un des policiers. Vous êtes syrien. Pourquoi vous êtes venu au Canada ?
Il y a une guerre civile en Syrie. Et on vous a accueilli. Vous êtes un réfugié. Quels sont vos projets ici ? Vous avez fait des études ? Je travaille beaucoup pour reconstruire ma vie. Ça doit être angoissant de tout recommencer à zéro. Je vois ça tous les jours. Les gens perdent espoir. Je suis très reconnaissant de l'opportunité que le Canada m'a offerte. Vous avez une drôle de façon de le montrer. Je suis intervenu pour l'aider. Pour aider ce gosse ? Ouais, vous l'avez dit. Que faisiez-vous dans ce resto ? Je vous l'ai déjà dit, je travaille là. Ouais, vous l'avez déjà dit. Mais vu la façon dont vous vous comportez, j'ai du mal à vous croire. Ce n'est pas moi qui étais au volant. Mais vous savez qui c'était ? Non, je sais pas. Alors, Julien Méniel, je sais que vous n'avez pas vu cette série, mais à travers cet extrait, on comprend aussi que finalement, et c'est souvent le cas des séries médicales, l'hôpital, c'est une sorte de mini-société. C'est là où se concentrent en fait tous les drames de la vie. C'est pour ça, vous pensez que ça fonctionne aussi ? Je pense que l'hôpital, c'est un super bon espace pour imaginer des fictions parce que c'est un lieu clos. Il y a des codes, il y a des castes, il y a les infirmiers, les infirmières, les médecins, etc. Donc il y a plusieurs niveaux, et puis il y a plein de personnages. Il y a des rebondissements tout le temps, il se passe toujours quelque chose. Il y a à la fois de l'action, de la romance. Pour moi, avec les commissariats, c'est les meilleurs endroits. C'est des endroits vraiment super pour imaginer de la fiction. Mais est-ce que dans la vraie vie, c'est ça aussi, les hôpitaux ? Est-ce que c'est vraiment des lieux où il y a de la romance et de l'action toutes les 2 secondes ? Ce qui se passe à l'hôpital reste à l'hôpital. J'ai pas le droit de trahir le secret professionnel. Non, c'est évidemment bien moins. Grey's Anatomy, c'est... Non, non. C'est pas le quotidien d'un hôpital. Enfin, pas de celui dans lequel j'ai exercé pendant 7 ans. Vous le regrettez. Pas tant. Non, vraiment, parce que ça explose, il y a des accidents d'avion, etc. Vrai, donc, au niveau romance, peut-être, au niveau catastrophe, non, ça va. Nicolas Robert, est-ce que vous avez une sorte de liste d'ingrédients indispensables à une bonne série médicale vos tablettes où vous dites il faut qu'il y ait ça, ça, ça et ça ? Bonne question. Déjà, il faut des scènes où on comprend rien. Non, plus sérieusement, non, mais c'est vrai. C'est une très juste remarque ce que vous venez de dire. Il faut qu'il y ait un jargon. Il faut qu'il y ait du jargon. Qu'on comprenne pas. Sinon, on n'y est pas. C'est l'un des rares formats, l'un des rares genres où on peut avoir des séquences où on ne comprend pas exactement ce que disent les personnages, mais on comprend que dramatiquement, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'enjeu de vie ou de mort. Donc, effectivement, c'est important. Je pense qu'une bonne série médicale, elle s'appuie effectivement sur un groupe de personnages plus ou moins réduit. Et que, effectivement, comme le disait Julien, c'est un peu un monde dans le monde et qu'il y a une vraie dimension miroir, voire politique. Une vraie bonne série médicale, elle va nous parler de notre monde, de situations complexes, souvent en les effleurant, en ne prétendant pas résoudre chaque cas. La grande force d'urgence, par exemple, c'était d'avoir des séquences où on voit une mère qui se fait taper par son fils et en fait, on les voit partir dans un autre service, on ne sait pas ce qui va advenir d'eux. Mais on a touché du doigt une réalité sociale, humaine, qui est très importante. Et alors, je pense que Transplante répond un peu à ça, justement. Oui, il y a une dimension politique. Il y a une dimension politique. Alors, on n'a pas pu voir toute la série. Donc, je ne sais pas si, en fait, la série parvient à évoquer cette problématique des migrants, en l'occurrence, jusqu'au bout. Mais la problématique, je la trouve extrêmement intéressante par ailleurs. Dans le 2e épisode, il y a un cas concret de la difficulté à s'intégrer quand on est une personne étrangère. Bachir a rempli un dossier médical d'une patiente et il a indiqué traces suspectes sur le corps de la patiente. Il n'a jamais pensé à des violences volontaires, parce que c'était absolument pas le cas. Mais le terme utilisé a fini par déclencher une enquête des services sociaux. Réaction du mari de la patiente. C'était pas dans mes intentions de sous-entendre des violences. J'ai tout entendu, ok ? Équimaux suspecte, c'est ce que vous avez écrit. Je vais peut-être perdre ma famille parce que vous ne savez pas parler notre langue. Vous voyez, c'est juste un petit détail, mais donc la série est parsemée de ce genre de détails qui nous ramènent en fait à cette problématique de notre héros migrant syrien à Toronto. Nicolas, vous qui adorez les séries médicales, il me semble que le thème de la médecine de guerre, qui est d'ailleurs très présent dans Transplante, est assez récurrent, non ? J'avais l'impression d'avoir déjà vu des scènes comme ça. Donc vous parliez de The Good Doctor en l'occurrence, alors qu'il n'y a pas une scène de guerre, mais où effectivement on voit le héros se précipiter dans une gare, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire. Ça. Je crois qu'il y a un plafond de verre qui tombe sur quelqu'un. Exactement. Est-ce que vous avez des scènes comme ça, de scènes de guerre qui revient de façon récurrente dans ces séries médicales ? Je crois que c'est quelque chose qui revient de manière assez régulière, parce qu'en fait, une série, encore une fois, désolé, je vais revenir sur ma série Doudou, mais dans Urgence, elle est pensée comme une série où les médecins sont dans une tranchée et ils doivent gérer le tout venant, et parfois, effectivement, suivant les états de crise ou non, ils sont en situation de guerre et ils doivent gérer un flux de patients plus ou moins élevé et être capables de prendre la bonne décision au bon moment.
en un laps de temps relativement réduit. C'est Martin Winkler qui disait que... Médecin et journaliste. Exactement, qui disait que soigner est une expérience dont on ne ressort pas indemne. Et c'est ce qui ressort beaucoup dans les bonnes séries médicales. C'est de voir à quel point c'est soigner et prendre soin des gens. Et que quand on est dans prendre soin des gens, on s'investit émotionnellement. Du coup, on peut prendre des coups aussi. Alors, je me tourne vers Julien Méniel, qui est ancien infirmier, là, pour le coup. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on prend des coups aussi en tant que soignant ? Ah, c'est une évidence. Là, vous parlez de médecine de guerre. Moi, j'ai fait une formation en médecine de catastrophe, ce qui est à peu près l'équivalent. Hein. On imagine, on est 10 soignants. Pour un séisme, il y a une catastrophe. Une explosion de conduite de gaz, etc. C'est quand il y a beaucoup trop de victimes par rapport au nombre de soignants. Donc ça, c'est évidemment des situations qui sont hyper chamboulantes parce que le degré d'urgence s'inverse. On soigne pas les malades les plus graves parce qu'on sait que ça va, c'est trop tard. Ouais. Donc on soigne d'abord les plus légers. Donc ça, c'est un vrai truc qui nous chamboule professionnellement et humainement. Mais au quotidien, être confronté à la mort, à la maladie, à l'injustice, parce que évidemment, c'est un milieu où on se rend bien compte que la vie est injuste. Oui, on n'en sort évidemment pas indemne. Et je pense que c'est pas un hasard si le temps moyen d'une carrière hospitalière, c'est très court finalement. Hein. Moi, j'ai fait 10 ans. C'est bien déjà. C'est vrai, vous avez des temps de carrière qui sont plus courts que dans toutes les autres professions. En général, c'est pas quelque chose qui est institué, hein, oui. Mais on se rend compte dans les chiffres que très souvent, on commence par l'hôpital et puis après, on se dirige vers d'autres structures où on exerce différemment. Et alors, pardon pour la question un peu con-con, comme on dit, mais est-ce que vous arrivez à regarder des séries médicales ? Ou alors ça vous replonge dans le boulot, dans votre ancien boulot, et vous dites non, mais pitié, j'en veux plus, quoi. Non, je suis pas du tout traumatisé. Hein. Ouais. Non, il faut savoir gérer, évacuer, avoir ce qu'on appelle la distance thérapeutique, c'est-à-dire être en empathie avec les gens qu'on soigne, mais pas en compassion, littéralement, c'est-à-dire ne pas souffrir avec, mais juste être capable de se mettre à la place d'eux. Et là, on se préserve. Donc, je suis pas du tout traumatisé de mes années d'exercice, que ce soit au SAMU ou en réa, même si j'ai vu des trucs dramatiques. Et inversement, est-ce que les séries vous donnent parfois envie d'y retourner ? Alors, pas à ce point-là, non. Je suis plus à l'aise dans ma vie actuelle, mais ça correspond avec mon envie du moment aussi. Mais non, je regarde beaucoup de séries hospitalières, et c'est même un de mes projets perso, c'est d'en écrire une. Ah, mais ça serait génial. Ouais. Ah, mais il faut y aller à fond. Ah oui, avec des personnages infirmiers ou pas du tout Ah, mais vraiment une série hospitalière, quelque chose entre H, Grey's Anatomy, Scrubs, Dr House, un truc vraiment... Toutes nos références, quoi. Toutes les séries médicales qu'on a aimées. Il faut y aller, là. Vous avez en plus un scénariste devant vous. Non, moi, j'ai pas les sous. Hein. Moi, si vous voulez, j'ai quelques idées, mais je peux pas faire mieux. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vous propose d'aller scruter plus précisément toutes ces séries médicales cultes. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. Oui, parce que la série médicale, en fait, finalement, c'est devenu un genre à part. Hein. On aurait pu croire que ça serait un effet de mode, voilà, après Urgence, Grey's Anatomy et House, que ça allait se calmer. Et en fait, pas du tout. C'est né quand même dans les années 60 aux États-Unis. Mais évidemment, et alors là, je me tourne vers Nicolas, une série et un générique a tout changé, tout bouleversé. Je vous fais pas un blind test, hein, Nicolas. Urgence, évidemment. Est-ce qu'on est d'accord tous les trois pour dire que Urgence, la série de Michael Crichton, est la meilleure série médicale ? Non. Julien. Julien me dit il y aura non. Un débat, cool. Non, d'abord parce que je suis nul à choisir qui est le meilleur, machin. D'accord. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas celle qui m'a le plus marqué. C'est laquelle qui vous a le plus marqué ? Moi, je pense que c'est Grey's Anatomy. Ah, c'est vrai, c'est Grey's Anatomy. Ouais, c'est vrai ? Ouais. C'est votre côté un peu fleur bleue, ça. C'est complètement ça. Moi, j'ai pleuré devant chaque épisode de Grey's Anatomy. Mais oui, bien sûr. Pardon, je ris, mais je vous imagine tellement pas en train de pleurer devant une série. Je suis un énorme chialeur, mais vraiment. Et vous n'avez pas pleuré devant Urgence ? Pas tant, non. Mais moi, je pleure pas quand c'est triste. Je pleure quand c'est beau, quand c'est émouvant. Ah, d'accord. Alors, et Nicolas, vous pleurez ? Ah, moi, j'ai pleuré devant Urgence. Moi aussi. Moi, c'est vraiment la série devant laquelle il s'est passé un truc, c'est-à-dire que c'est la série qui m'a fait vraiment aimer les séries, c'est la série qui m'a donné envie d'écrire, c'est la série à laquelle je reviens régulièrement, parce que pas plus tard que cette année, j'ai recommencé à visionner les premières saisons. On s'arrête 2 secondes. Chaque année, vous regardez toutes les saisons d'Urgence ? Ah non, pas toutes les années, mais cette année, pour le début d'année, il s'avère que avec ma copine, on s'est relancé dans un petit marathon Urgence. Et qu'est-ce que vous aimez autant dans Urgence ? Je pense que c'est à la fois une capacité d'être à un vrai rythme très, très soutenu,
des personnages qui sont très bien construits, une capacité à travailler sur la durée aussi, c'est-à-dire qu'on a des arcs narratifs qui permettent de développer une histoire sur 3, 4, 5, 6, 7 épisodes, qui fait que toute la complexité d'une question est traitée de manière beaucoup plus fine que si on l'avait traité, bien évidemment, en 45 minutes. Quoi. Et vous pensez que ça a révolutionné, bouleversé aussi le milieu de la série d'une façon générale ? Pas simplement les séries médicales ? Le grand succès d'Urgence, c'est d'avoir été à la fois un succès critique et un succès public. C'est-à-dire que, au fait de sa gloire, la série réunissait 20 à 30 millions de téléspectateurs. C'est dingue. Aux États-Unis, ce qui est énorme. Qui est vraiment la série qui est regardée par le plus de monde. Je veux dire, les Sopranos ont vraiment marqué, par exemple, la décennie suivante, les séries, mais même au fait de leur gloire, ils ne sont jamais arrivés à 20 ou 30 millions de téléspectateurs. Donc il y avait cette capacité à toucher tout le monde et en même temps à avoir cette reconnaissance critique et cette capacité à inspirer des auteurs que peu de séries ont pu avoir en 60 ans d'histoire de télé américaine. Alors dans les critiques notamment, il était souvent notifié qu'il y avait ce réalisme qui ressortait. Julien, ce réalisme, alors d'abord on a fait appel à des médecins consultants, sans doute pour la première fois quasiment de l'histoire des séries. Est-ce que vous validez, vous, le réalisme que vous voyez à travers Urgence ou Grey's Anatomy ? Ou en fait ce que nous on a l'impression... Vous voyez, le caractère réaliste qu'on a l'impression de voir, en fait, vous dites non, mais on est loin de tout ça. Je vais vous faire une réponse de Normand. Je vais vous dire oui et non, pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il faut bien avoir l'esprit que là, on parle de séries américaines. Donc, on parle potentiellement de réalisme des prises en charge hospitalières à l'américaine. Ce qui n'est pas du tout. Ça ne fonctionne pas exactement de la même façon qu'en France. Manifestement, mais je ne suis pas un expert des hôpitaux américains, manifestement, oui, notamment pour Urgence, parce qu'effectivement, c'était les premiers à faire un gros effort de cohérence. C'était très en adéquation avec la réalité technique au quotidien. Après, est-ce que vraiment il y a autant de cas dramatiques ? Voilà, Après, on en a rigolé tout à l'heure, mais il y a le réalisme des rapports entre les différentes personnes qui travaillent au sein de l'hôpital. Là, on est vraiment très clairement, ils n'ont pas eu de... Ça n'existe pas en fait. Non. Hein. Non, c'est évidemment forcément romancé. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur la dimension émotionnelle que vous mettez avec vos patients, est-ce que vous trouvez que c'est bien reflété dans les séries où on est plus sur du réalisme technique ? Sur le geste, sur les termes utilisés, par exemple. Non, moi, pour le coup, je trouve que c'est souvent... alors, c'est un peu caricatural, mais quelles que soient les séries, il y a toujours ce soignant qui s'implique trop émotionnellement auprès de ses patients, ce soignant qui est hyper cynique, hyper détaché, typiquement Dr House. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est ce que vous vivez au quotidien. C'est très caricatural. C'est-à-dire que on n'est pas dans c'est pas des cases aussi définies. Mais pour le coup, je pense qu'il y a cet effort d'exploiter ce truc d'implication. Empathie, compassion, etc. Je trouve que c'est assez bien joué. Et alors, est-ce que vous, quand vous regardez une série médicale, vous faites attention au vocabulaire et vous dites non, là, il se plante, on n'aurait pas dit ça, ou on n'aurait pas fait ce geste-là, on n'aurait pas utilisé tel produit. Ou vous vous laissez porter et puis on s'en fout. Ouais, non, moi, je suis plus team, ça reste de la fiction, donc c'est pas... Tant qu'il n'y a pas une incohérence vraiment incroyable où je me dis ah non, là, c'est trop. Sinon, s'il y a des petites libertés avec la réalité... c'est de la fiction, c'est le jeu. Alors, il y en a une, je ne sais pas si c'est une liberté, dans Transplante, dans la première scène, notre médecin syrien sauve donc un des médecins qui était dans ce restaurant en lui faisant un trou avec une perceuse dans le crâne. Ouais. Est-ce que... Alors, dit comme ça, je ne peux pas vous raconter la pathologie qu'il avait, je n'ai pas aussi bonne mémoire que ça, à moins que Nicolas vienne me sauver sur ce coup-là. Il avait probablement un hématome... Voilà, un truc du genre. Un hématome sous-dural. Vous imaginez faire ça Est-ce que, par exemple, en médecine de guerre, on pourrait voir ça avec une perceuse Alors, en médecine de catastrophe... tel qu'on l'imagine en Europe. Oui. Non. Après, c'est pas complètement déconnant. C'est-à-dire que si c'est ça ou rien, c'est mieux ça que rien. C'est ce qui est... alors vous avez, sans voir la série, vous avez tout à fait trouvé le dialogue de l'épisode. C'est exactement ce qu'il dit. Il vaut mieux qu'on essaye plutôt que de ne rien faire et de laisser mourir. D'accord, bon, mais je vais faire attention. Mais ne faites pas ça chez vous, par contre. C'est ce que j'allais dire. Des professionnels. J'allais vous dire, je vais ranger ma perceuse, on ne sait jamais. On a donc adoré Urgence, alors surtout Nicolas et moi. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit que c'était pas ma préf. Mais... Avant l'arrivée d'un personnage absolument cynique, voire odieux, mais qui nous fascine, Dr House, décryptage par notre sérivore Clémence Olivier. L'aparté de Clémence. Dr House,
c'est l'anti-héros par excellence. Il n'a ni le sourire de Derek Shepherd, le neurochirurgien de Grey's Anatomy, ni la sympathie du Dr Carter, l'interne de la série Urgence. Non, ce médecin aux yeux bleus, qui se déplace avec une canne, lui exècre parler à ses patients. Il est cynique, ne fait confiance à personne, et il résout froidement les cas médicaux les plus difficiles. En fait, le personnage interprété par le Britannique Hugh Laurie tient autant du médecin que de l'inspecteur de police. Et pour cause, il s'inspire directement d'un des plus célèbres détectives de la littérature, britannique lui aussi, Sherlock Holmes. Pour comprendre pourquoi, il faut que je vous ramène aux origines de la série. Quand il imagine Dr House, au début des années 2000, le créateur de la fiction, David Shore, a une envie. Mettre en scène un médecin pas comme les autres, un personnage original, un homme qui sort du lot. Et il pense à un héros de fiction qui l'a profondément marqué, c'est Sherlock Holmes, le héros d'Arthur Conan Doyle. Pour David Shore, le personnage du détective est fabuleux parce qu'il captive les lecteurs alors qu'il manque totalement d'empathie. C'est son charisme, mais surtout son esprit de déduction qui font tout le sel du personnage. Pour bâtir le caractère de son héros, le créateur s'inspire alors grandement du détective. Mais David Shore ne se limite pas à transposer le caractère de Sherlock Holmes. Il multiplie en fait les clins d'œil au détective. D'abord, il y a son nom de famille, House. En bon français, ça veut dire maison. Or, si David Shore a choisi ce patronyme, c'est bien en hommage à Holmes, qui se rapproche du mot home, qui veut là encore dire maison. Autre point commun entre les deux personnages, ils ont le même numéro d'appartement. 221 Baker Street pour Holmes, 221B pour House. Mais ce n'est pas tout. Les deux hommes partagent aussi une addiction, la cocaïne pour le détective et le Vicodin pour le médecin. Qu'est-ce que vous faites? Je prends des analgésiques. Ah, pour votre jambe? Non, parce que j'adore le goût. Vous en voulez un? Ça soulagera votre dos. Le détective et le médecin, arrogants, paresseux, ont également la particularité de ne jamais se séparer de leur acolyte. Un ami fidèle qui les aide dans leur enquête. Watson pour l'un, Wilson pour l'autre. Enfin, Sherlock Holmes, comme Gregory House, sont des passionnés de musique. Ils pourraient passer des heures à jouer du violon pour Sherlock et du piano pour le doc. S'inspirer de cette figure de la littérature, c'est malin. Et ça paye. Jusqu'à 80 millions de téléspectateurs ont suivi les enquêtes médicales de Dr House, superbement interprétées par Hugh Laurie. C'est considérable. Après tout, si David Shore n'avait pas donné à House des allures de détective britannique, pas sûr qu'il aurait réussi à séduire à la fois les fans du genre médical et ceux qui ne jurent que par les fictions policières. J'ai résolu l'énigme. Mon boulot s'arrête là. Julien et Nicolas, est-ce que House fait partie de vos séries médicales préférées? Dans le top 3, par exemple, Julien? Ah ouais, dans mon top 3, je pense, ouais, clairement. Et vous, Nicolas? Aussi, c'est une série qui a marqué toutes les autres, puisqu'il y a eu un avant et un après. Maintenant, dans toute série médicale, on a le cas où on ne sait pas ce qui se passe et où on mène une enquête pour savoir mais vers quoi ces symptômes nous renvoient, quelle est la maladie en question. D'ailleurs, dans Transplant, l'épisode 2, on se retrouve dans un schéma comme celui-là, avec à côté un schéma plus comme Urgence, où on a une patiente atteinte d'endométriose qui dit qu'elle ressent des symptômes et qu'on ne la croit pas, et on est plus dans... voilà. C'est vrai que c'est un bon mix entre House et Urgence, en l'occurrence Transplant. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment House qui a mis au goût du jour cette histoire d'enquête un peu policière sur chaque cas médical. On a régulièrement dans toutes les séries médicales ce patient avec des symptômes bizarres, et on essaie de comprendre d'où ça vient, mais il l'a porté à un niveau... largement au-dessus, et comme je disais, maintenant toutes les séries qui reprennent ce genre de schéma, Nina par exemple, il y a toujours sur France 2 ouais, tout à fait. ce schéma du patient dont on ne sait pas ce qu'il a, et on mène une enquête pour savoir exactement ce qui lui est arrivé. Et alors ça, est-ce que c'est réaliste ou pas, Julien Méniel? House, c'est quand même la seule série, je pense, qui est basée sur un aspect hyper spécifique de la médecine, qui est le diagnostic, c'est-à-dire la recherche de qu'est-ce que ce patient a. Alors là où c'est évidemment pas très réaliste, c'est que des cas incroyables comme il y en a House, j'imagine, par an. C'est hyper rare, voilà. Mais là où c'est pas si irréaliste que ça, c'est que Netflix a sorti un docu sur un médecin, une femme médecin, qui fait exactement ce que fait House, en fait. Et ça a été le point de départ de l'idée de ce docu, c'est de dire, mais vous savez que House, il y a vraiment une femme qui s'est spécialisée là-dedans, dans les diagnostics incroyables. Et il y a un docu sur Netflix là-dessus. Voilà, pour ceux que ça passionne. Je crois que ça s'appelle Diagnosis, mais je suis pas sûr.
Ce qui sera assez logique d'ailleurs. Ouais. Les séries médicales, c'est donc un genre, mais effectivement, ça se décline aussi en versions différentes. Donc on l'a vu assez réaliste avec Urgence, plutôt enquête policière avec Dr House, message à caractère social et représentativité des minorités dans Grey's Anatomy. Moi, je trouve que c'est très important aussi. Il y a la patte de Shonda Rhimes qui se reflète dans cette série. Et puis, il y a le genre comédie. Alors, on pourrait citer Scrubs, par exemple. Julien, vous avez un grand sourire parce que ça nous a tous fait marrer, cette série. Ça, c'est côté États-Unis. Et une série devenue culte en France, diffusée sur Canal+, est disponible désormais sur Netflix, H. Qui avait volé les plâtres? Ah, d'accord. 18, on sait pas qui accuser, on accuse les 2 Arabes. Elle est belle, la mentalité, et en plus sans preuve. Donc ça veut dire que les 2 buts de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde, ils ont servi à rien du tout. Ben, c'est bien triste. Alors, je le concède, on est un peu loin des séries médicales, hein, mais le décor, ce décor, en l'occurrence de l'hôpital, permet aussi toutes les facéties, non, Julien? C'est un peu ça. Là, clairement, c'est une excuse. Enfin, ça se serait passé dans n'importe quel autre lieu clos, dans n'importe quel milieu professionnel, ça aurait été la même. Là, c'est vraiment un prétexte, le côté hospitalier. Mais moi, j'étais un grand fan de H. J'ai re-regardé un peu là sur Netflix, ça n'a pas super bien vieilli pour certains aspects de l'humour, je trouve. Ah, alors je pense que vous êtes d'accord avec Nicolas, parce qu'on en a parlé juste avant qu'on débute cet épisode de Série-Land. Et Nicolas, vous avez à peu près le même regard. Ouais, c'est une série qui est vraiment ancrée dans une époque. Et surtout, en fait, c'est un espèce de gigantesque one-man show avec des humoristes qui sont en train de monter en puissance. Et Jamel Debbouze, la place Eric des et femmes Ramzy, en est très l'occurrence. problématique. Catherine Benguigui et Sophie Mounico prennent quand même très cher, notamment en saison 1. Et c'est vrai que quand on leur regarde aujourd'hui, on se dit que 20 ans ont passé, quoi. Et ça pique. C'est ça aussi ce que vous vouliez dire, Julien, en le re-regardant. Le sexisme, dans les blagues, ça passait à cette époque-là. C'est plus possible aujourd'hui, très clairement. Nicolas, Robert, vous qui êtes fan de séries médicales, est-ce que vous avez un genre préféré? Est-ce que vous êtes plutôt Dr House ou plutôt Urgence? Alors Urgence, je sais, c'est votre série doudou, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est plutôt le réalisme que vous cherchez ou le côté enquête policière ou l'humour justement avec des séries comme Scrubs ou H? L'idéal, moi je suis un grand fan de Scrubs aussi. Je trouve que c'est une série sur l'apprentissage qui est vraiment super bien construite. Le personnage de Dr Cox, par exemple, est dans le panthéon des personnages de fiction très réussis. Moi, je pense que en fait, la bonne série médicale, c'est celle qui va combiner un peu tout. On voit aujourd'hui qu'une série comme New Amsterdam, par exemple, combine cette dimension sociétale, la dimension diagnostique, et puis en même temps, elle renvoie avec The Resident, qui est un peu son double diabolique, cette logique qui est de dire que la médecine est un business comme les autres, et ça a ses limites, et ça pose beaucoup de questions, en fait. Alors, c'est 2 séries à voir sur TF1, et ce point que vous venez de soulever, le point de vue business de l'hôpital, je l'ai retrouvé dans une autre série médicale, mais une série médicale historique. Alors, il y en a beaucoup en ce moment, je pense à Ratched, par exemple, sur Netflix, qui est sur le milieu psychiatrique, mais aussi à The Nick sur OCS, série extraordinaire de Steven Soderbergh avec Clive Owen, direction de l'hôpital de New York, donc qui s'appelle The Nick, au début du XXe siècle, on est en 1900, c'est vraiment les balbutiements de la médecine moderne, avec des opérations menées en public, hein, c'est toujours très choquant de voir ces images-là. Le chef de l'hôpital, John Takri, est cocaïnomane, donc là il nous rappelle un peu Dr House aussi dans cette dérive-là. C'est un brillant médecin et il doit recruter son adjoint. Et à la demande de sa direction, il va recevoir un jeune docteur, le docteur Edwards, qui est un jeune homme noir, et il va refuser son embauche, en tout cas dans un premier temps. Explication avec la directrice adjointe. Le docteur Edwards est aussi compétent que les chirurgiens de cet hôpital, peut-être même plus. C'est possible, mais tout comme un commerçant qui ne mettra jamais en vitrine ce qu'il sait que ses clients ne voudront pas acheter, je n'emploierai jamais un chirurgien par qui les patients ne voudront pas se faire opérer. Les malades seront peu à peu convaincus de son habileté. Vous allez oser me dire sans vous démonter que la solution à nos problèmes financiers est d'engager un chirurgien noir? Une fois que les gens auront compris qu'il est un excellent chirurgien, ils changeront d'avis. Nous parlons de patients entre la vie et la mort. Est-ce vraiment le contexte idéal pour partir en croisade contre les préjugés? Oui. Nous sommes un établissement de soins qui a du mal à s'en sortir. Et non pas un laboratoire pour les expériences progressistes que vous voulez mener avec l'argent de votre père. Je vous en prie, trouvez-vous un autre hobby. Alors, c'est une série que je trouve absolument extraordinaire sur le fond et sur la forme. Et vous voyez, en un extrait, on a quand même 2 sujets, à la fois le racisme en 1900, et puis cette histoire de business aussi. Et c'est vrai, Nicolas Robert, que dans toutes les séries médicales,
on voit quand même des équipes hospitalières confrontées à des problèmes capitalistes, à des problèmes d'argent. C'est récurrent, que ce soit d'ailleurs dans les séries françaises comme dans les séries américaines. Oui. Alors il y a un certain nombre de séries qui arrivent à surmonter la difficulté en disant c'est dur, mais on va trouver une solution. On contourne le problème, quoi. Il y a souvent un mécène, en profitant de la fiction, quoi, très clairement. Puisque la série médicale raconte un monde dans le monde, naturellement, la question de la rentabilité, de l'équilibre financier, à un moment ou à un autre, arrive sur le tapis. Donc, ça fait partie des choses... Je crois que vous êtes aussi enthousiaste que moi sur The Nick, on est d'accord. C'est une production design particulièrement aboutie. Les balbutiements de la chirurgie sont quand même assez marquants. C'est surtout ça qui fait que il y a des scènes qui sont quand même assez impressionnantes. Oui, âme sensible, s'abstenir. Vous passez le chemin parce que c'est vraiment très très dur à regarder. Ouais. Et c'est vraiment le bébé de Steven Soderbergh qui a trouvé dans ce format-là un terrain d'expression que le cinéma ne lui offrait peut-être plus tout à fait, puisque je crois qu'il réalise et travaille le montage de chaque épisode des 2 saisons. Exactement. Ce qui est quand même assez phénoménal. Vous l'avez vu, Julien, cette série? Non, mais je vais aller il faut vraiment que vous la regardiez. Alors vraiment, encore une fois, il faut avoir un peu le cœur accroché. Ça s'ouvre notamment. Oui, ça aller. Oui, vous me direz, d'accord? Vous regarderez, puis vous me passerez un petit coup de fil. Ouais, parce quand on n'est pas la tête dans le guidon et qu'on regarde ça de l'extérieur, c'est souvent plus impressionnant que quand on est soi-même en train de faire les choses. Et alors les premières césariennes en 1900, si vous voulez, ça calme un peu. Juste pour vous situer quand même le personnage de John Thackeray, le premier épisode s'achève sur une crise de manque du docteur en question qui va demander à l'infirmière de lui injecter de la cocaïne par une veine qui reste disponible parce qu'il a son corps qui est piqué de partout et la seule veine en question, elle est située au niveau du sexe. Voilà, donc là, c'était pour vous donner un petit peu le décor de The Nick, mais on vous la conseille réellement, notamment parce que, en fait, d'abord, la mise en scène est absolument sublime, ça on l'a dit, mais dans ce décor de début du siècle, quand même sont abordés de grands thèmes sociaux, notamment la place des femmes, l'avortement, le racisme, et c'est assez rare, qu'il y ait cette dimension sociale dans ce contexte historique. Je trouve ça extrêmement intéressant. Les 2 saisons de The Nick sont disponibles sur OCS, voilà, mais je vous aurais prévenu, âme sensible, vous regardez pas, vous allez voir autre chose, vous retournez à Scrubs ou à H, ça ira bien. Avant de passer aux recommandations de la semaine, vous pouvez déjà noter dans vos tablettes l'arrivée le 5 avril prochain sur Canal+ de la saison 2 d'Hippocrate. Thomas Lilti, son créateur, sera l'invité de notre grand entretien dans le prochain épisode de Série-Land. Mais je vous propose de refermer ce chapitre médical pour s'intéresser à une série très regardée sur Netflix. La découverte de Série-Land. Alors, ma recommandation de la semaine, Julien et Nicolas, je l'ai effectivement trouvée sur Netflix. Elle fait partie, vous savez, de ces séries sur lesquelles la plateforme américaine ne mise pas forcément, mais qui bénéficient d'un bouche à oreille et de quelques mises en avant dans les médias. Ça s'appelle Mon amie Adèle. Alors, c'est un thriller psychologique avec beaucoup de médicaments, encore décidément. C'est en 6 épisodes, c'est une mini-série. L'histoire de David Ferguson, qui est psychiatre, qui vient de s'installer à Londres avec sa femme Adèle. Alors, ils sont tous les deux beaux, ils sont riches, ils habitent dans une demeure absolument fantastique, mais on sent que le couple est en pleine crise. Quelque chose ne tourne pas rond entre eux. Adèle, notamment, s'avère être très, très mystérieuse. Et puis arrive dans ce duo Louise. Louise, c'est l'assistante de David. Alors, entre David et Louise, il y a un crush, c'est évident. Et en parallèle, Louise, elle va devenir aussi amie avec Adèle. Donc, tout va se compliquer et on est vraiment face au triangle amoureux qui paraît un peu classique. On a déjà vu ça dans plein de séries, dans plein de films. En tout cas, c'est la façon dont j'ai regardé le premier épisode. Je me suis dit, c'est du déjà vu. Sauf que tout ça va prendre une tournure un peu fantastique, notamment via les terreurs nocturnes dont est victime Louise. Au premier épisode, le couple parfait en apparence, David et Adèle, sont conviés à un dîner en présence d'autres psychiatres. Autant que je sache, nous autres psychiatres ne sommes pas vraiment plus doués que les autres. Sauf pour cacher des choses. Tu ne voudrais pas que je me retrouve ivre et que je dévoile tous nos petits secrets. Oh oh. Adèle, ça n'a pas été trop difficile pour vous de tout quitter pour venir vivre ici? Non. C'était une belle opportunité pour David. Pour rien au monde, je ne m'y serais opposée. Et Adèle avait des raisons personnelles de vouloir emménager ici. Nous avions besoin d'un tout nouveau départ. Quelles sont ces raisons? Rien de bien intéressant. Mais j'ai toujours voulu vivre au centre de Londres.
Alors voilà, tout est dans le secret, tout est dans le non-dit et dans le on-dit. C'est vraiment le premier épisode. Donc ça se met en place tranquillement, mais dès le deuxième épisode, la tension en fait entre les personnages s'intensifie. J'ai vite été déstabilisée en fait par le caractère très changeant des personnages et la complexité aussi de leurs relations réciproques. Et la fin pourrait même vous surprendre. Ça s'appelle Mon amie Adèle et c'est à voir sur Netflix. Le crush de l'invité. Julien Méniel. Ça a été un enfer de savoir quelle était la série pour laquelle vous aviez un coup de cœur. Alors série plus ou moins récente, enfin en tout cas de ces derniers mois. Vous avez réussi. J'ai réussi en me faisant violence. Un déchirement. J'ai prévenu, je suis nul pour dire qu'est-ce qui est le meilleur et encore plus qu'est-ce qui est mon préféré. Alors ça c'est dur. Atroce. J'ai eu beaucoup de mal. Choisir c'est renoncer, mais c'est plus qu'un renoncement, c'est un déchirement en fait. Vous vous êtes quand même décidé pour une série que j'adore. Oh là. Désolé mec, je t'assure, je couche avec ma mère. Oh, j'aurais aimé que ma mère soit un gourou du sexe. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber. Et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle. Non, crois-moi, t'aurais détesté. Il s'agit d'une nouvelle frontière, mon pote sexuellement refoulé. C'est enfin notre chance de remonter la chaîne alimentaire sociale. Vous allez où? Nulle part. On va à une soirée. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux voir en particulier? Non. Je vais vous donner des préservatifs. Non, merci, ça va aller. Bye. Sex Education, 2 saisons en attendant la 3e qui sont à voir sur Netflix. Je vous laisse le soin de nous raconter l'histoire, Julien. Oui, en gros, c'est l'histoire d'un jeune garçon dont la mère est psy, sexologue. Elle tente désespérément, elle, de s'intéresser à la vie sexuelle de son garçon qui est très complexe. J'essaie de pas trop en dévoiler. Oui, il faut pas spoiler, exactement. Et du coup, lui essaye désespérément de faire garder, du sexe, garder son jardin secret, c'est-à-dire de laisser sa mère en dehors de tout ça et d'essayer de gérer sa propre vie sexuelle. Il a du mal et il se retrouve, ça je pense qu'on peut le dire parce que c'est quand même le pitch de la série, à gérer la vie sexuelle de ses camarades de lycée sous l'égide d'une fille pour laquelle il a un crush et qui va monnayer tout ça. Et c'est merveilleux parce que c'est une belle histoire, c'est hyper drôle et c'est ultra pédagogique. Il y a vraiment beaucoup de messages à tous les niveaux, au niveau des IST, au niveau de l'acceptation, des orientations sexuelles, etc. Je trouve ça vraiment très intelligent. Pareil, moi je valide totalement votre choix. Nicolas Robert, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que Julien a tout dit. Il y a aussi la dimension du harcèlement, parce que dans la saison 2, il arrive, un des personnages est confronté à quelqu'un qui la plotte dans le bus et comment après elle n'ose plus monter dans le bus. Et c'est scène est super incroyable. bien raconté. Ouais. C'est-à-dire que dès que vous voyez un bus scolaire passer aujourd'hui, vous pensez à cette scène tellement elle est forte et marquante. C'est une série remarquablement interprétée, très bien écrite et avec un vrai fond. Donc, et avec Gillian Anderson dans le rôle de la sexologue qu'on aime tellement. Que j'ai mis un certain nombre d'épisodes avant de reconnaître, perso. Mais je veux bien vous croire parce que vous étiez resté sur X-Files. Non, c'est ça. Ouais. Mais elle est incroyable. Nicolas, on n'avait pas prévu de vous poser la question, mais vous avez eu une série pour laquelle vous avez eu un coup de cœur là ces derniers temps? Alors moi qui suis pas du tout série Marvel et tout ça Vendavision. Vendavision, pour ceux qui aiment l'univers de la comédie américaine et de la sitcom, c'est quand même une déclaration d'amour assez incroyable. En toile de fond, il y a une vraie histoire thriller derrière, le casting est vraiment très bon, la production est très réussie, il y a un épisode en hommage à Malcolm, il y en a un autre à I Love Lucy, un autre à Ma sorcière bien aimée, un autre à Modern Family, The Office. Moi qui n'étais pas du tout client à la base de ce genre de proposition, j'avoue que je me suis laissé embarquer avec bonheur. Et pareil. Et alors je pense que ça doit être le 3e ou 4e épisode de Seriland dans lequel on parle de Vendavision. Tout le monde a aimé aussi. Mais non. vous consolidez, vous confortez nos choix. Voilà, merci beaucoup. Nicolas Robert, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous avez mis votre métier de journaliste un tout petit peu entre parenthèses pour vous consacrer à l'écriture de séries. De quelle série s'agit-il? Actuellement, je travaille sur la nouvelle série de Lionel Olinga, qui est le créateur de Shérif, une série judiciaire qui s'appelle Le Code, qui est produite pour France 2 et qui devrait arriver dans les mois qui viennent. Vous viendrez nous en reparler. Avec grand plaisir. Merci. Merci infiniment, Julien Méniel. Alors, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Dans ton corps, on est d'accord. Et puis, je recommande également votre excellente série documentaire, Toutes les mêmes, qui est à voir sur Slash TV, qui est vraiment un petit bijou. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit à l'antenne d'Europe 1. Ça fait toujours plaisir d'entendre. Voilà, merci. et allez-y, parce que c'est vraiment très, très beau à voir. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros d'une série culte, et je laisse la parole au docteur Mamour, évidemment, Derek dans Grey's Anatomy. C'est une belle journée pour sauver des vies.
Dans le prochain épisode de Sérieland, nous restons à l'hôpital. Thomas Lilti sera l'invité du grand entretien. Médecin, scénariste et réalisateur, il viendra nous dévoiler les coulisses de la série Hippocrate dont la saison 2 arrive sur Canal+ le 5 avril. Sérieland est un podcast Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe, composée de Clémence Olivier, Nicolas Robert, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, j'en suis certaine. Restez à l'écoute, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, notamment sur le groupe Facebook Sérieland. Vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Mais attention, dans Sérieland, la règle ne change pas et ne changera jamais, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.